des héritiers à l'ouest. Nous ne pouvons pas continuer à maintenir ce système archaïque qui isole, qui qui oblige des enfants à errer toute leur vie. Si on arrivait aujourd'hui à résoudre ce problème dans notre société, on aurait moins d'enfants dans la rue. Mais on s'attaquerait aux cultures des uns et des autres, à leurs coutumes. La culture est faite ça pour briserait évoluer. plus la société que de la... Non, non. Les frustrations qui en naîtraient. Non. Il y a des conservateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Non. Les conservateurs, vous savez qu'en Occident, il existe des partis qu'on appelle le parti conservateur. Ça n'empêche pas. La culture est faite pour évoluer. La culture est faite pour évoluer. Il y a 50 ans, tous les hommes étaient polygames. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont polygames, même s'ils ont des maîtresses à côté. Mais au moins, ça a diminué considérablement. Vous savez que le régime matrimonial au Cameroun, c'est la polygamie et que la monogamie est une exception. C'est pour cela que quand on se marie, on nous pose la question, quel régime avez-vous choisi? Parce que, en fait, le régime officiel au Cameroun, c'est la polygamie. Donc, voilà des faits. Et c'est pour cela que je vous dis qu'au lieu de perdre le temps à nous détester entre nous, asseyons-nous et écrivons. Au lieu de copier bêtement la constitution française et de l'appliquer ici, vous savez, on a eu une constitution ici au Cameroun où, quand on lisait, on voyait très bien qu'on avait simplement remplacé France par Cameroun. On ne peut pas vivre comme ça, alors que nous avons des constitutionnalistes ou qui se disent constitutionnalistes. Il faut que chacun fasse son travail. Moi, j'ai horreur de constater que nous avons des universitaires qui deviennent professeurs, agrégés, sans avoir écrit un seul article, sans avoir écrit un livre. C'est-à-dire, un jour, mon père se chamaillait avec son frère. Son frère était philosophe, mon père était médecin. Et puis son frère lui a dit, et son battu disparaîtra comme un vol d'oiseau sans laisser de traces. Moi, depuis ce jour-là, j'avais 3 ans, 4 ans. Ça m'a marqué. Disparaître sans laisser de traces. Le nombre d'universitaires camerounais qui étaient champions dans leur école et qui disparaissent sans laisser aucune trace, qui n'ont pas marqué l'histoire, qui n'ont pas contribué à façonner, à structurer le Cameroun, ou qui passent tout leur temps, soit à la radio, le samedi, tous les jours, ils sont à la radio, mais quand on regarde, qu'est-ce que vous écrivez? Parce que ce sont les écrits qui restent, et ça c'est très important. Donc voilà le premier problème que le cas Vanessa Tchatchou a soulevé. Et le second, ça a été que nous nous sommes rendus compte que le code de la famille qui est appliqué au Cameroun, c'est le code Napoléon, 1884. Ça fait très vieux. Donc là, nous sommes en train de travailler pour un nouveau code de la famille au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que la famille? Il faut la redéfinir. Les évêques, par exemple, chez les catholiques, ils vont se réunir à Rome au mois de novembre. Sur la famille, la première question, et là, je pose la question au président de la conférence épiscopale, et ça, c'est très théologique. Est-ce que le mariage est ce que la doctrine de l'Église catholique nous enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'union d'un homme et d'une femme. Alors que dans nos traditions, nous voyons tous les jours que c'est d'abord l'union de 2 familles, voire de 2 tribus, voire de 2 régions. Comment on gère tout cela? Nous avons besoin que ce qu'on appelle les théologiens pastoraux s'intéressent à ce sujet-là pour nous dégager, pour structurer notre société, parce que notre société n'est pas structurée. On a besoin, oui. Il faut qu'elle soit structurée. Alors, on va maintenant parler de votre visite à l'extrême nord. Je disais encore à l'entrée de cette émission que vous êtes parti de Maroua aujourd'hui, vous êtes passé à Yaoundé, vous êtes directement parti de Yaoundé pour ici. Déjà, merci parce que le périple n'était pas facile. Pourquoi vous êtes-vous rendu à Maroua? C'est là que l'État doit être, à Maroua. Je ne sais pas si vous avez reçu les images de Maroua. Mais oui, notre correspondant nous les a envoyées. Voilà. Alors, le seul message que je suis allé passer à Maroua, c'est que Maroua est le cœur du Cameroun et le Cameroun a Maroua dans son cœur. Ça, c'était très important pour nous d'y aller. Et je suis heureux d'être le premier homme politique à être allé à Maroua. Je suis finalement premier dans beaucoup de choses. Non, mais il y a Edith Kawala qui est partie à Maroua, à l'extrême nord, il y a quelque temps. Il y a le SDF qui a effectué une visite. Je vous dis, non, madame, arrêtez, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que vous savez que j'ai séjourné à Maroua au mois de septembre, pendant 1 mois. Que je suis reparti à Maroua avant les attentats. Donc, le 27 juin, j'étais à Maroua. Et je dis bien, depuis les attentats, je suis le seul homme politique. Depuis les attentats, la précision valait la peine. Je suis le seul homme politique qui soit parti rencontrer les familles. J'ai rencontré 56 familles hier.
Je suis parti avec une équipe de 10 personnes, partie de Yaoundé. Et cette équipe va continuer à rester dans l'extrême nord jusqu'au 9. Je voudrais d'ailleurs remercier les autorités administratives, le gouverneur de région, le maire de la ville de Maroua, le Lamindo, le commissaire spécial et le délégué régional qui m'ont accueilli et qui ont permis effectivement que cette journée d'hommage hier avec dépôt d'une gerbe de fleurs sur le pont vert qui a été l'attentat le plus meurtrier de ces 3 attentats, quand je suis arrivé là, j'ai été submergé par l'émotion. J'ai été envahi par la tristesse. Est-ce que Maroua s'est relevé, notamment les lieux où il y a eu ces attentats? Est-ce qu'on a réussi à se relever d'après ce que vous avez pu percevoir? Non. Non. On a installé trois pierres pour signifier qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit là. Dans un autre quartier où il y a eu un attentat, on a plutôt abattu un arbre qui était là parce que la chair humaine était allée un tout petit peu partout. Et au marché, l'attentat du marché, ce qui a été fait, on n'a même pas pu nettoyer. Alors, il y a des traces de sang encore? Il y a encore des traces de sang, il y a même encore des bouts de chair humaine que l'on peut rencontrer. Alors, je suis parti là et je crois que c'est une phrase de Paul Éluard qui m'est venue à l'esprit. C'était « comprenne qui comprendra ». Il y en a qui sont morts pour ce qui a été fait aux enfants, mais pour qu'on se souvienne d'eux. Nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé à Maroua. Et nous devons dire que le Cameroun ne doit pas reculer devant la menace de toute forme d'intégrisme, que ce soit l'intégrisme tribal, que ce soit l'intégrisme religieux. Le Cameroun doit rester debout. Ma proposition était que l'ensemble de la classe politique nationale se déplace là-bas et montre à nos concitoyens qui ont été les plus touchés, parce que tout le Cameroun a été touché, mais c'est quand même à Maroua que l'on a vécu tout cela. Les traumatismes sont plus forts, oui. Ils sont plus forts. J'ai rencontré le personnel de l'hôpital et dès demain, non, pas demain, mais dès lundi, j'essaierai de rencontrer le ministre de la Santé pour essayer de discuter avec lui. L'hôpital de Maroua est sinistré. Il n'y a pas de psychologue. J'ai rencontré 4 patients, dont le plus jeune avait 13 ans, amputé d'une jambe. Il faut qu'il reprenne goût à la vie. Et pour cela, il a besoin d'un suivi psychologique. J'ai rencontré une jeune étudiante qui vient d'achever sa maîtrise et qui était amputée d'une jambe. J'ai rencontré un autre qui avait perdu son œil. Et j'ai rencontré un autre, par contre, qui avait été amputé d'une jambe. Il doit être dans la quarantaine et qui avait le sourire et qui me disait on m'a coupé une jambe, mais on ne m'a pas enlevé l'envie de vivre. Mais tout cela ont besoin d'un suivi. Maintenant, j'ai rencontré le responsable justement du pavillon des blessés des attentats. Lui aussi a besoin, il a fait ses études hors du Cameroun, à Madagascar. Je lui ai posé la question de savoir si pendant ses études, il a rencontré des cas similaires. Il m'a dit non. J'ai discuté avec le radiologue, j'ai discuté avec beaucoup. Et on a besoin de chirurgiens plasticiens là-bas pour refaire la plastique. Donc, on a besoin, je propose par exemple, que l'État du Cameroun crée ce que moi j'appelle un hôpital volant. Un hôpital volant, ce serait un hôpital où en fait on prendrait des spécialistes ici, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, partout où il y en a, et qui partiraient pour 1 ou 2 semaines de mission pour travailler, pour essayer de remonter les gens là-bas. Bon, maintenant, il faut aussi savoir que je suis contre toute forme de répression. Oui. Je pense que pour aider la population de Maroua, il faut développer cette région. C'est la plus belle région du Cameroun. On dit souvent que c'est la fille aînée du renouveau. Je ne peux pas comprendre que depuis 7 ans, on attende la construction de l'université, que le génie militaire ait
pris le marché de gré à gré pour faire des routes à Maroua et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de route. Il n'y a pas 5 km de bitume dans toute la région. Est-ce que c'est normal? C'est des choses que l'État a promis de voir, mais au-delà de ces propositions-là sur le plan du développement économique, social et autres, qu'est-ce que vous dites des mesures qui sont prises actuellement dans les régions, dans beaucoup de régions du Cameroun pour prévenir de potentiels attentats de la secte Boko Haram? Nous devons soutenir, mais nous ne devons pas éviter le débat. Il se trouve que ma qualité me donne la possibilité justement d'ouvrir le débat. On ne peut pas dire à l'extrême nord que l'on ne veut plus des attroupements. Parce que le thé, il se prend sous les arbres, c'est une tradition séculaire. On ne peut pas dire qu'on ne veut plus de marchands ambulants. Parce que vous-même, quand vous êtes né, quand vous avez grandi, le Maguida, c'est comme ça qu'on appelle les chevaux. Oui. Chez nous aussi, c'est celui qui venait avec les pagnes sur la tête. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'en veut plus. Donc il faut, il y a des mesures aussi complètement, allez, je ne vais pas dire le mot parce que nous sommes en télévision, mais interdire le port du kabangondo. Qu'est-ce que le kaba a à voir avec les bombes? Pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas aux hommes de porter aussi les gandoura? Non, je pense que la question est suffisamment sérieuse et elle n'a pas besoin de compétition, de mesures. Les différents services de sécurité doivent se concerter et dégager un véritable plan de lutte et d'éradication de Boko Haram. Mais il faut savoir que la lutte sera longue. Quand une lutte est longue, il ne faut pas dépenser toute son énergie dès les premiers coups de feu que l'on entend. D'accord. Alors, on va sortir maintenant en parlant un peu de certains de vos bouquins. Hein. On a dit que vous en avez publié 15 livres exactement. Et j'ai essayé de parcourir un peu les couvertures et il y a des titres qui m'ont accroché. Par exemple, en 2004, aux éditions L'Harmattan, vous faites paraître un ouvrage intitulé « Les médias face à la construction de l'État-nation en Afrique noire, un défi quotidien au Cameroun ». D'abord, quelle est la définition que vous faites de l'État-nation? Alors, il faut Très savoir brièvement, que, je vous en prie, parce que le temps effectivement, il faut savoir que l'État-nation au Cameroun s'auto-engendre. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que l'État et la nation naissent en même temps au Cameroun. En même temps que l'on définit les frontières, on met sur place les institutions, on construit aussi une nation, c'est-à-dire qu'on permet à ceux qui sont là, au Sawa, au Bamileke et autres, de vivre ensemble. Donc, c'est assez original. C'est-à-dire que le Cameroun est... parce qu'on dit toujours, j'ai lu, Bertrand Badi a écrit ce qu'on a appelé l'État importé. Mais l'État n'a pas été importé chez nous. L'État est né chez nous. C'est-à-dire qu'on a structuré l'État en même temps qu'on structurait la nation. Voilà. Et donc, si vous voulez, la définition la plus simple de l'État-nation, c'est la structuration et la construction à partir des institutions d'un vivre ensemble. D'accord. Et maintenant, les médias face à cette construction, est-ce que vous pensez que, parce que vous dites un défi quotidien au Cameroun, est-ce que la presse camerounaise réussit à relever ce défi? Elle refuse de jouer le rôle qui est le sien. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les médias ont un rôle de médiation. C'est Régis Debré, quand il était notre enseignant à l'école, qui nous disait, en fait, la médiation, il faut faire de la médiation entre différentes structures qui vivent dans un même pays, entre différentes ethnies. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, de formation. Et ça, c'est Tchadé One qui a écrit un livre, Le silence de la radio, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il est important que les médias forment les citoyens à la citoyenneté. Et ce n'est pas seulement une mission d'information. Or, j'ai l'impression que les médias se sont enfermés dans l'information et non dans la formation et dans la médiation. D'accord. On va aussi parler d'un autre ouvrage que vous avez publié cette fois-là, c'est sur la partie... Enfin,
le couple, vous avez appelé ça, le Oui. couple État et puis religion. Oui, oui. État, nation et religion. Oui, oui. Vous dites qu'il y a une tentation à l'adultère. Je ne me souviens plus très bien du titre de l'ouvrage. Bon, le titre est très simple. État, nation et Église, un couple tenté par l'adultère. Oui. Est-ce que le couple est tenté par l'adultère? Le couple, on voit partout dans le monde aujourd'hui. L'adultère est consommé, oui. Oui. Bah, c'est que c'est consommé. C'est consommé quand vous voyez à chaque cérémonie, par exemple, d'installation d'un évêque, vous voyez, il reçoit une voiture qui est offerte par la République. Quand on voit les interventions des hommes politiques dans la nomination des pasteurs ou dans la nomination des chefs traditionnels ou qui sont les garants justement des religions traditionnelles. Vous savez par exemple ce qui s'est passé pour la succession à la tête du royaume Bamoun ou du Lamindo de Rebouba ou encore à Garoua. Donc tout cela, ça montre que l'État interfère beaucoup. Et parce que l'État interfère beaucoup, n'aide pas ses autorités à avoir le pouvoir, à exercer le pouvoir qui était le leur. Mais est-ce que la religion ne l'accepte pas? Est-ce que cette religion n'aime pas ce que vous appelez adultère? Et puis d'ailleurs, on va comprendre pourquoi le thème adultère. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir de collaboration entre les deux? Non. Les religions ne s'occupent pas du temporel. Les religions, c'est l'éternité. C'est le guide moral. C'est le gardien des dogmes. Ce n'est pas la même chose. Et donc, l'État a besoin d'être censuré. Et les religions, parce que j'ai posé l'autre question sur le rôle, est-ce que les religions ne l'acceptent pas? Les religions sont entrées de plein pied dans l'adultère, parce que sinon j'aurais parlé de viol. Hein? Non, il y a adultère consenti entre les deux, entre les trois grandes religions que nous avons au Cameroun et l'État. Et c'est dangereux pour le vivre ensemble. La religion relève de l'espace privé. Par conséquent, l'on a besoin que les religieux se retirent de l'espace public et laissent l'espace public à la conscience du public, justement. Et que l'État n'interfère plus dans la gestion des mosquées, dans la gestion des cathédrales, interviennent quand on doit nommer un évêque. On a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui ont leur propre église, hein, ou comme vous le disiez tantôt, qui vont à l'inauguration des églises, qui sont... c'est quoi? Est-ce que c'est tout simplement la foi, d'après vous? Non. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui est caché derrière ce rapprochement politique. Vous savez, quand on a fermé la fameuse cathédrale de Dieu de Dor, Camden, vous avez vu ce qui s'est passé? Ben, c'est comme avec les mototaxis à Douala. Les mototaxis, c'était quoi? Donc, on a paupérisé les jeunes, et puis deux individus à Douala se sont arrogés d'avoir tous les mototaxis, et donc ils pouvaient exercer un pouvoir là-dessus. Et c'est ce qui se passe avec... D'ailleurs, le père Ludovic Lado, jésuite, et puis le professeur Claude Abbé ont parlé du commerce religieux. Le religieux est dans le commerce de plus en plus, surtout avec ce qu'on appelle le nouveau messianisme, dans le born again, le naître de nouveau. Des miracles. Oui, les miracles. Mais vous savez, l'Église catholique qui est millénaire, cette Église-là, pour être prêtre catholique, il faut à peu près minimum 9 ans d'études. Donc 4 ans de théologie, 4 ans de philosophie, 3 ans de théologie, une année pastorale ou une année de stage pastoral et une année de stage diaconal. Donc c'est ça c'est ça normalement, d'après vous, voilà. Ça devait être le Donc cursus. il faudrait que les gens soient formés. On n'a pas besoin... C'est vous qui parlez de l'éternité, et puis au-delà de l'éternité, il y a quand même que la religion. On a eu le cas de Moïse, parce qu'on parle de l'Église catholique qui se sert de la Bible. On sait qu'habituellement, c'est sous inspiration divine. Donc, mais vous parlez de quand quoi? on est sous inspiration divine, est-ce qu'il faut mais faire Moïse était un intellectuel, madame. Oui. Moïse a été instruit à la cour du Pharaon. Mais est-ce que c'est ça qui lui a donné l'autorité ou les connaissances qu'il a transmises, ou est-ce que c'était ses conversations avec Dieu à travers le rocher et autres? C'est parce qu'il a été préparé. Parce qu'il a été préparé, tout comme le Christ. Ce n'était pourtant pas lui qui parlait, c'était son frère Aaron. Oui, parce qu'il avait des difficultés pour parler. Mais c'est lui qui concevait.
Et c'est pour cela Qu'est-ce qu'il qu'il est concevait dit. exactement? Et c'est pour cela qu'on dit Oui. que, en fait, qui est-ce qui est plus important? La tête, le bras, l'œil, la bouche? Mais la tête, tout est important. Tout se tient. On n'a pas à catégoriser pour dire tel est plus important que tel autre. Ça, c'est très important. Et je pense d'ailleurs que lors de votre prochaine émission, il faudra inviter un théologien pour expliquer tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris quand on dit allez, l'effusion de l'esprit, tout le monde, on va parler en langue, etc., etc. Mais tout cela est faux. Les religions ont besoin d'être organisées aussi. On n'a pas besoin, autant d'Amadou Ahidjo, on n'avait pas toutes ces religions aujourd'hui où l'on ne peut pas passer une nuit paisible chez soi avec sa femme et ses enfants, où il y a un tapage nocturne et diurne. On n'a pas besoin. Dieu, vous avez parlé de Moïse. Dieu n'est pas dans le bruit. C'est Moïse qui le dit. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est dans le silence. D'accord. Voilà, on a besoin de ça. La dernière question sur c'est la religion et la politique, c'est au-delà de la politique, hein, quand on est même artiste, quand on veut accéder à certains niveaux de la société, est-ce qu'il faut absolument avoir ce rattachement spirituel? Parce qu'on a l'impression que ça intervient de plus en plus tout ce qui est spirituel et les sphères politiques et autres. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas... vous savez, il y a tout un tas de sociétés qui se développent autour de nous. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'Opus Dei, et tout ce que vous voulez là-dessus. Mais ce qui est important, c'est ce que l'on a dans son cœur. Et ce que l'on a dans son cœur nous porte à vouloir servir les autres. Donc, pas besoin de ce ralliement, ce rattachement, non. Cette onction non. Spirituelle ou spirit? Non, 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 on n'a pas véritablement besoin de tout cela. Ce dont on a véritablement besoin, si on est adepte des religions traditionnelles, qu'on reste dans les religions traditionnelles. Si on est musulman, qu'on reste musulman. Si on est chrétien, qu'on reste chrétien. D'accord. Et vous, vous êtes chrétien? Moi, je suis chrétien, je suis catholique, pratiquant. Oui. Alors, mais vous avez été, je veux dire, à la veille de votre candidature, juste pour sortir, il y a eu une cérémonie d'intronisation par les peuples Ekan, oui. Je crois. Oui. C'était spirituel ou c'était juste... puisque vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dans la religion... Là, ce n'était pas religieux. D'accord. Le peuple Ekan, c'est un peuple qui s'étend sur 7 pays. Et qui à peu près 30 millions d'hommes et de femmes. Oui. Donc au Gabon, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé et Principe, en Angola. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'était dans quoi l'intronisation si ce n'était pas religieux? Non, c'était traditionnel. Parce qu'on vient de quelque part. Oui. Donc c'était traditionnel. Ça n'avait rien de religieux. C'était vraiment traditionnel. Donc ça vous conférait un certain titre de noblesse au niveau de la tradition? Oui. D'accord. Ok, merci, Dr Sostène Fouda. On apprend tellement de choses avec vous. J'ai pris des tas de notes et je me suis rendu compte qu'on est à des questions qu'on n'a même pas pu aborder. Merci. Peut-être vous allez dire un dernier mot à ceux qui nous regardent avant que je ne conclue cette émission. Je voudrais simplement dire que j'ai été heureux de passer cette heure avec vous. Je ne l'ai pas vu passer. C'est important. Je souhaite aussi que tous les Camerounais se mobilisent pour lutter contre toutes les formes d'intégrisme dans notre pays. Chaque Camerounais doit apporter au pouvoir en place son soutien pour lutter contre Boko Haram. Mais ce soutien-là ne doit pas exclure la réflexion et le débat. Parce que c'est dans la réflexion et le débat que nous allons progresser. Merci, Dr Vincent Sostène Fouda. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez une excellente nuit. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV.